Vous aviez vu l'émission On refait l'enquête spéciale braquage avec David Metaxas, l'avocat des braqueurs lyonnais, avec Redouane Faïd, l'ancien braqueur qui vient d'écrire un livre, avec Jérôme Pierrat, le journaliste spécialisé. Je sais pas vous, mais moi cette émission, je l'ai vraiment trouvée passionnante. Et du coup, j'ai gardé les invités de côté pour en faire tout de suite une deuxième émission spéciale braquage. On refait l'enquête. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'On refait l'enquête. Qui sont les nouveaux braqueurs? C'était une émission passionnante d'On refait l'enquête, tellement passionnante que j'ai gardé sur le plateau les mêmes invités pour en faire une deuxième, avec toujours Guillaume Lamy, journaliste à Lyon Capitale, à vos côtés Jérôme Pierrat, journaliste spécialisé dans les gangsters en France, en face de vous David Metaxas, avocat d'un certain nombre de braqueurs lyonnais, et à vos côtés Redouane Faïd, écrivain, je disais, d'un super livre où vous racontez votre expérience d'ancien braqueur. Alors, pour reprendre le débat, un sujet qu'on n'avait pas eu le temps de parler la dernière fois, c'était un courageux camionneur qui avait résisté à son braquage. C'est au bout de cette rue à sens unique d'Oulin, assis dans son camion attendant un feu, que la vie de ce chauffeur-livreur a failli basculer. Il avait une arme de poing avec un canon très très long. Donc il me braque, il me dit démarre vite. Mais je n'ai pas senti vraiment de la conviction dans sa voix, comme s'il avait peur. Comme s'il avait peur. Mais j'ai anticipé, comme je l'avais vu monter dans mon camion grâce à mon rétro, j'avais une seconde d'avance sur lui. Donc j'ai anticipé et je lui ai dit va te faire foutre connard. J'ai pris les clés du camion et je me suis enfui en courant. Le 17 novembre dernier, le braqueur et ses deux complices ne s'attendaient sans doute pas à autant d'aplomb de la part de leur victime. Le camion qui venait de quitter une entreprise spécialisée dans la transformation de métaux précieux se trouve immobilisé sur la route. Pris de panique, les malfaiteurs brûlent alors leur propre véhicule, dont les stigmates marquent encore les lieux, avant de s'enfuir au volant d'une voiture. Daniel n'analyse pas son geste fou comme héroïque. Il dit avoir juste voulu sauver sa peau et ne pas se faire voler son camion, comme ce fut le cas il y a 5 ans lors d'une livraison à Irini. Ça par contre, je m'en souviens, ça a été un véritable traumatisme. Là, ça a été un traumatisme. Ouais. Il a réussi à partir avec mon camion. Là, je m'en suis souvenu. Alors inconsciemment, ce deuxième braquage, j'ai peut-être pensé inconsciemment. Cette fois, je ne voulais pas qu'il parte avec mon camion. Sincèrement, je ne voulais pas. Allez, retour sur le plateau d'On refait l'enquête. Donc pendant le reportage, vous réagissiez déjà sur Daniel, ce camionneur. Est-ce qu'il est complètement inconscient là? Je pense qu'il est complètement inconscient parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber, mais ça dénote quand même un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la violence un petit peu des jeunes de cité lorsqu'ils montent sur un braquage. Moi, vous savez, autrefois, lorsque je montais sur un fourgon blindé, tout était basé sur le bluff et la détermination. Un fourgon blindé qui ne m'ouvre pas la porte, je m'en vais. Vous savez, vous avez le Global Cash, ils arrivent avec des AK-47, ils sont là pour impressionner, on a affaire à des gens plus ou moins dangereux, parce que on est là, quoi. Je vais pas dire que c'est du cinéma, mais si Global Cash ils ouvrent pas la porte ou ils n'ont pas accès dedans, vous savez, ils montent dans la voiture et puis ils s'en vont. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec ce convoi de fond. Comme quoi il a de la chance et puis comme quoi il n'a pas affaire non plus aussi à des assassins, parce que vous avez quelqu'un qui a une arme longue et puis quelqu'un qui veut se sauver comme ça s'est passé, il peut se faire tirer dessus ou autre. Dieu merci, c'est pas ce qui s'est passé. Et puis voilà, ça démontre quand même que tous ces braqueurs, est-ce que ils le sont bluff peut-être... n'est pas un peu éventé maintenant? Justement, les gens se disent on sait que c'est du bluff, ils tireront pas. Je dis non, ça, C'est pas, surtout pas ça qu'il faut ils se disent dire. pas ça. risqué. Vous savez, C'est la roulette russe. le simple fait de braquer une arme sur quelqu'un et un préjudice moral, ça peut avoir des répercussions irréversibles. Moi, quand j'ai braqué banquier, convoyeur de fonds ou bijoutier, ils ne savaient pas que c'était du bluff. Ils y ont cru. Et vous auriez pu tirer? Non. Mais avant même de Il y monter avait un sur... cran de sûreté. C'est pas une question de ça. C'est qu'avant même de monter sur l'affaire, si je sais que ça va tirer, j'y vais pas. Je suis pas fou, je suis pas malade. Je pense que ces gens-là aussi, c'est pareil. Mais ça peut toujours mal se passer. On peut tomber sur un policier qui devait pas être là. Alors là, après, on rentre. Tout à l'heure, on disait, tout le monde parlait un peu d'un convoyeur de fonds qui est inconscient. Moi, je pense que ce convoyeur de fonds déjà n'est pas armé.
Donc je pense pas qu'il aurait pu leur faire du mal. Donc eux, ils avaient des armes, ils étaient 2, ils étaient en supériorité en tout cas en nombre. Ils auraient pu lui faire du mal. Bon, ils l'ont pas fait, ils ont repoussé ce chemin, ils sont partis. Bon, tant mieux pour lui, lui aussi c'est un héros. Il l'a bien joué. Bon ben, le jeu de poker, si vous voulez, c'est lui qui l'a gagné. Mais voilà, j'en reviens encore au Global Cash. Autant c'était spectaculaire, autant ils avaient des fusils d'assaut, autant ils auraient pas pris de butin, etc. Et c'est pour ça qu'ils ramènent d'ailleurs des voitures puissantes. Et puis ils s'en vont, ils sont pas là à tirer partout, etc. Je me fais pas défenseur des jeunes de cité en disant qu'ils sont pas violents, qu'ils sont pas dangereux, etc. Je veux juste dire que c'est des gens quand même qui se soucient de la casse et qu'ils ont le respect de la vie humaine. Ceci dit, Global, ouais, non, mais, moi j'entends, mais ceci dit, sur Global Cash, quand ils sont partis, je crois que c'était le Pont-Moran, ils ont quand même tiré sur une voiture à la Kalachnikov. Je crois que c'était en mars dernier, il y a eu Ils ont blessé un automobiliste d'ailleurs. Ils ont blessé un automobiliste à la jambe. Je veux dire, ils ont quand même tiré. Oui. En mars dernier, il y a eu une tentative de braquage, je crois que c'était un atelier de métaux précieux, ils ont quand même tiré sur quelqu'un qui l'a pris en plein thorax. Enfin, je veux dire, mais il n'y a pas de volonté, bluff, hein. notamment dans Global Cash, il n'y a pas de volonté, encore une fois, d'attenter à la vie humaine. C'est clair, hein. C'est Quand pas des on tire assassins. sur une voiture avec une arme de guerre, Non, c'est pour ménager la fuite. Je vous garantis que c'est vrai. À tort, hein, sans doute, ils sont crus immobilisés. Là, ils ouvrent le feu pour que le véhicule dégage. C'est la volonté recherchée. un peu comme dans Le les films, résultat obtenu dépasse la volonté recherchée. Mais voilà, d'ailleurs, vous êtes dans votre rôle d'avocat. ben non, je ne suis pas mis en examen pour tentative d'assassinat, très clairement. Donc il faut aussi, c'est pas des assassins. Et voilà, après, il y a un débat sur du côté des victimes. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un préjudice, et Redouane le sait bien, il y a Le préjudice, c'est quand même grand. psychologique. Bien sûr. Maintenant, ce qu'on a vu, et je veux réagir là-dessus, c'est absolument pas ce qu'il faut faire, hein, très clairement. C'est tout le monde à terre et il faut plus bouger parce que on ne sait jamais la psychologie de la personne qui porte la cagoule, on la connaît pas. Alors, Jérôme Donc, Pira, vous qui suivez un peu ces affaires, est-ce qu'il y en a beaucoup qui dégénèrent? Vous en laissez, il faut juste lire les journaux. Hein. Il n'y en a quand même pas tant que ça, effectivement. Dieu merci, il n'y a pas tant il n'y a pas des cadavres qui jalonnent tous les braquages en France. Donc non, globalement, ça se passe bien. Effectivement, ça tire pourtant de temps en temps, etc. Il y a aussi des tirs pour impressionner. Enfin, voilà, bon, il faut quand même faire la pareille chose. Pas que systématiquement vous allumez qu'une Kalachnikov. Bon, voilà, il y a une manière de tirer, peut-être, etc., etc. Donc voilà, bon, moi, je constate juste que on n'est pas face à un... Et ils ne savent pas tirer à la Kalachnikov. Voilà. Il faudrait peut-être ça aussi le dire. Vous savez, ils prennent un fusil d'assaut, ce pas des gens qui ont fait l'armée ou qui ont été militaires, etc. Donc là encore, je ne me fais pas défenseur des jeunes de cité, etc. Mais le mec, il ne sait même pas c'est quoi. Ça se trouve, il n'a même pas essayé la Kalachnikov. On arrête peu de jeunes en train de s'entraîner d'ailleurs au fusil d'assaut. Je sais bien qu'ils ne comptent pas forcément s'en servir de ces fusils, ou en tout cas s'en servir de manière un peu aléatoire. Mais ça veut dire qu'il vaut mieux que les gens continuent, les victimes continuent de croire au bluff, mais bien sûr, se couchent par terre. C'est Vous avez clair. vu ce qu'il défend, ce monsieur? Il défend son camion. Qu'est-ce qu'il en a à faire, pour être trivial, qu'est-ce qu'il en a à foutre de son camion qui est assuré face à la vie humaine? Je veux dire, c'est complètement déraisonnable, il faut arrêter. Le type, il est content parce qu'il a sauvé une camionnette. Écoutez, moi, si ça l'enjeu de sa vie humaine, pas très haut. C'est non. quoi? Parce qu'on voit le Non, mais c'est camionneur sûr qui que a c'est pas peur, courageux, mais... on voit aussi les badauds dans l'histoire de Global Non, mais Cash il qui faut, restent autour, comme qui disait le mec, regardent, il faut qui se coucher applaudissent. ou il faut partir, il faut pas regarder et puis il faut laisser passer l'orage. On sent Mais que les en gens aucun ont cas, quand même de moins en il faut moins jouer peur. le jeu des voyous. Je veux dire, tant pis, malheureusement, il faut jouer le jeu des voyous. Non, mais il le faut mec pas s'est aller peut-être dit justement s'opposer, ras-le-bol des voyous. Non, mais les plus déterminés, et Redouane peut le confirmer, de toute façon, c'est ceux qui y vont, ceux qui montent au braquage, certainement pas les victimes. Donc, pour plaider pour les deux, moi, pour voir la psychologie des victimes et la psychologie de ceux qui montent au braquage, Redouane en parlera mieux que moi, mais il y a une adrénaline à ce moment-là. Il y a un afflux de sang. Hein. Ça, c'est clair. Donc, attention. Bah, quand même. Il y a une comparaison qui est très simple. Excusez-moi, Redouane, de te couper, mais il y a une comparaison qui est très simple. Est-ce que la police nationale qui patrouille dans la rue, la sécurité publique, monte sur ce genre de braquage? Non. Même les services spécialisés, puisque dans Dans le Global Cash, ils s'abstiennent bien d'y aller. Il y a eu d'autres affaires à Paris. Et pourtant, ils étaient des dizaines juste à côté. Voilà. Mais ils sont pas fous. C'est des gens qui sont professionnels. Ils savent très bien que leur gilet pare-balles s'arrête du 9 mm, pas du 7,62 militaire. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas une voiture qui va rivaliser avec la berline allemande puissante, etc. Donc, ils savent très bien que le rapport de force est en leur défaveur. Au Pourtant, niveau, ils sont au niveau du professionnels et bénéfice, armés. au niveau du bénéfice,
c'est là qu'on peut parler vraiment d'amateurisme, parce que c'est des gens ces jeunes à Global Cash, ils ont déjà tâté sur ce trafic de stupéfiants ou autre. Quand on regarde un petit peu le bénéfice qu'ils ont pris, 100 000 euros, qui est complètement moindre. Quand vous regardez la répression judiciaire que vous avez aujourd'hui, quand vous regardez les risques qu'ils prennent pour eux et pour les gens qui sont autour d'eux, ils vont prendre quoi, un billet de 20 000 euros, 15 000 euros chacun, etc. Avec des délits qui sont moins importants comme le trafic de stupéfiants, leur bénéfice serait multiplié par 5, 6, 7, 8, ils passeraient en correctionnel, ça n'a strictement rien à voir. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas aussi, ils sont pas poussés aussi exactement par le spectaculaire, un petit peu par l'adrénaline, comme des gosses? Comme des gosses, tiens, j'ai envie de prendre une Kalachnikov, etc. Je vais faire un braquage, je vais mettre mon courage un petit peu ici, là, sur le bureau, puis on va y aller, etc. Puis qui sont complètement un petit peu inconscients. Ils sont biberonnés, c'est ce que vous disiez, au film d'action. Et surtout aux jeux vidéo. Vous disiez dans votre film d'action, vous disiez 50% on enlève les films d'action au cinéma, 50% de délinquance en moins. C'est clair, moi, personnellement. Mais c'est certain. C'est les films d'action qui motivent la délinquance. Qui motive pas la délinquance, qui lui donne la forme qu'elle emprunte. C'est-à-dire que je pense pas qu'on aille au braquage après avoir regardé un film. C'est clair. Mais en revanche, on va y aller peut-être avec un fusil d'assaut et un masque de hockey, je pense à Adrien Faïd, parce que quand on a regardé Hit, voilà, ils étaient comme ça. Et puis, les objectifs étaient différents. Mais voilà, il y a aussi une culture. Le voyou d'avant, le gang des Lyonnais, regardait Jean Gabin dans Touchez pas au Grisby. Aujourd'hui, ils regardent pas Jean Gabin dans Touchez pas au Grisby. Ils regardent Hit, ils regardent, enfin voilà, les gros films américains de braquage, etc. Où là, la mesure, le spectacle, enfin, est pas le même. Donc, chacun ses références, chacun sa culture. C'est-à-dire que les braqueurs se forment au cinéma. Mais la plupart des jeunes aujourd'hui de cité, si vous leur parlez de fusil d'assaut, la première fois qu'ils ont vu une AK-47, c'est quand ils ont pris leur PlayStation 3 et puis ils ont joué à Call of Duty. Et là, vous choisissez un M16 ou une AK-47 avec une lunette thermique, avec des grenades, avec des chargeurs, avec des balles perforantes, des balles creuses, avec un gilet pare-balles. Voilà. Et puis après, comment se servir d'une Kalachnikov. Ils vont sur le net, ils regardent la vidéo, vous avez un moniteur qui vous explique ça. Ils sont complètement inconscients. Et ce que dit Redouane Faïd dans son livre d'entretien avec Jérôme Pirat, c'est que Michael Mann, donc le réalisateur de Hit, ça a été un peu votre mentor, on va dire. C'était un documentaire, quoi. Exactement. Moi, je regardais. Vous savez, quand vous êtes dans le vol, quand vous allez au cinéma, vous allez vers ce qui vous attire. Vous n'allez pas regarder Pretty Woman ou Le mariage de mon meilleur ami. Vous allez plus vers les films qui vous parlent, comme Hit. Et c'est vrai que moi, Michael Mann, ça a été un petit peu mon conseiller technique, un petit peu une sorte de mentor, de prof de fac. Et il m'a donné un petit peu le mode d'emploi pour braquer un fourgon blindé parce que je ne savais pas le faire. Il faut interdire ces films alors. Je ne vais plus au cinéma. J'ai arrêté d'aller au cinéma. Et du coup, vous n'avez plus envie de faire un braquage? Ah non, moi, mes démons, vous savez, ils sont morts, ils sont pas endormis. Et juste une question, quand on parlait de la psychologie, de l'adrénaline quand on monte à un braquage, est-ce qu'à un moment donné, on peut y aller avec l'idée de dire, bon, moi je ne tirerai pas, je vais faire du bluff, mais quand ça se passe pas comme prévu, quand finalement il y a un camionneur qui ne veut pas donner les clés, ou qu'il y a un policier qui apparaît, ou qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, est-ce qu'on peut être pris dans un engrenage et puis que ça dégénère? Jamais dans un engrenage pour que ça dégénère et puis je vais me sauver coûte que coûte, je vais tuer tout le monde, etc. Comme vous avez la fusillade de Hit de Michael Mann. Non, ça jamais de la vie. Maintenant, il faut savoir un truc. Parce que finalement, qu'est-ce qui est... Mais les gens, ils ont peur. Quelqu'un, quand il monte sur un braquage, il a peur. Il est rempli de doutes, il se remet en question, il est peut-être mené par une adrénaline, mais ça reste des gens avec un cœur, c'est des gens humains. Donc ils sont venus faire un braquage pour prendre de l'argent, partir. Quelque chose va mal. Vous avez un automobiliste qui veut leur mettre la voiture à côté. Donc ils ont peur, ils veulent se sauver, les gens. Ils veulent se sauver, donc, mais ils vont pas se sauver coûte que coûte. Ils n'ont pas pris l'AK-47 et puis ils ont commencé à défourailler sur tout le monde. C'est pas ça. Ils sont pris un petit peu de panique, il manque un petit peu de jugeote là-dessus. Bon, Dieu merci, ça c'est quand même bien. Voilà, de sang-froid, exactement. Donc ils sont partis. Mais vous savez, le simple fait de monter sur Global Cash en plein centre-ville de Lyon, c'était déjà une erreur. Bien sûr. Tout simplement. L'erreur, elle est là. L'objectif en lui-même était... Alors, avant de poursuivre le débat, je propose de regarder une autre victime, là, qui n'a pas joué au héros. C'est un témoignage d'un bijoutier. Avec l'insolente flambée des cours de l'or, les braqueurs ont l'œil rivé aux vitrines des bijouteries. Le dernier commerce qui a encore pignon sur rue et qui rapporte gros. La récente série de hold-up lyonnais en atteste. 800 000 € chez Cartier, 150 000 € dans un atelier de bijoux à Caluire, 1,5 million dans une société de métaux précieux et plus de 100 kilos d'or dérobés dans une fonderie de Rieux-la-Pape. Avec l'arrivée des fêtes de fin d'année, période propice pour les commerçants, l'inquiétude est perceptible chez les bijoutiers lyonnais. D'ailleurs, rares sont ceux qui s'aventurent à parler aux médias des braquages. Le patron de la bijouterie Orkel en Presqu'île a accepté de revenir sur cette spécialité lyonnaise très en vogue.
C'est un métier où il faut faire très très attention. En ce moment, parce que si vous voulez, l'or est quand même très élevé, à 33 000 le kilo. Ça n'arrivait pas il y a 3-4 ans, beaucoup moins. Et maintenant, comme les banques, il n'y a plus rien à prendre, que ce soit les banques ou tout ce qui est... le seul endroit où ils peuvent faire un peu d'argent, c'est avec l'or, quoi, voilà. Alors, retour sur le plateau de l'on fait l'enquête. Guillaume Lamy, on voit que s'il y a autant de braquage à Lyon, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de bijouterie. Mais ces bijoux, qu'est-ce qu'ils deviennent derrière? Quelles sont les filières? Alors ça, c'est une bonne question. Mon collègue à ma droite sera le mieux placé pour répondre, qui connaît bien le truc. Non, mais en tout cas, Lyon, c'est la patate chaude. Non, mais Lyon, en tout cas, voilà, c'est pas un secret, c'est une place forte de la bijouterie. Aujourd'hui, Lyon, c'est l'or, c'est 15% du chiffre national. Il y a 1700 salariés, il y a 380 établissements. Donc effectivement, Lyon, grosse place forte. On attire aussi des gangsters de l'extérieur qui viennent chercher l'or lyonnais. Bah, déjà les Lyonnais, quoi. Déjà les Lyonnais. Et alors, Jérôme Pirat, Que devient l'or? Que devient l'or? Alors, écoutez. Il y a quelques affaires qui nous ont donné des pistes, en tout cas. Il y a des officines de rachat d'or qui ont d'ailleurs fleuri ces dernières années un peu partout en France, liées au cours et au marché existant, hein, et au nombre de particuliers aussi qui viennent vendre leurs biens. Donc du coup, il y a un certain nombre de ces boutiques qui sont pas très très claires, qui mettent pas forcément leurs livres d'achat à jour. Et voilà, donc il y a eu des cas... Là, récemment, on peut pas faire un braquage et puis aller à la boutique revendre. Il faut quand même connaître le gérant, hein, parce que si vous arrivez avec 2 sacs remplis de lingots, a priori, il va être suspicieux tout de même. Mais donc voilà, mais c'est un peu le même principe que les reventes de bijoux, etc. Il faut un fourgue, un reseller. Alors l'or, c'est plus facile parce qu'effectivement, il faut le fondre, on peut le remodeler, voilà, il n'est pas forcément très marqué à la différence d'un bijou qu'il va falloir démonter, refaçonner, si on veut en tirer quelque chose de probant. Donc voilà, donc les filières, c'est à peu près ça. Après, il y a eu des cas où on a trouvé. Là encore, on est dans des filières finalement assez artisanales. Comme pour les ventes d'armes. Oui, il n'y a pas des 38 tonnes qui partent en direction de la Russie dans des fonderies industrielles. Il y a beaucoup de monde, en fait. Il y a pas, Dans cette économie des braquages, il y a beaucoup de monde. Il y a tous ceux qui amènent les armes, tous ceux qui permettent de revendre l'or derrière. Il y a le milieu, quoi. Il y a un milieu criminel. Non, mais il y a de gros receleurs sur Lyon. Ah ben voilà, mais après, on estime qu'il y a un certain nombre de plus souvent des professionnels qui sont des professionnels un peu gris, quoi, voilà, un peu à la marge et qui vont, comme dans les bijoux, comme dans les diamants, comme dans toutes ces professions, voilà, vous avez toujours des gens un peu indélicats, mais qui ont généralement pignon sur rue, hein, c'est pas un mec dans une cave qui est revendeur d'or en parallèle enfin voilà, il n'était pas boucher charcutier, il est devenu vendeur d'or. C'est quand même des gens qui sont généralement de la profession, qui connaissent ces filières. C'était comme ça aussi à votre époque? Non, je pense qu'aujourd'hui, quand même, il y a de très... Sans donner le nom, malheureusement par la justice, pour les bijoutiers, hein, je ne suis pas là pour juger les gens, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, non, il y a de très bons receleurs. Vous savez, l'APJ aujourd'hui, ils ont mis une immense toile d'araignée sur le milieu des receleurs, et vous savez, dès que ça bouge, ils arrivent, ils sont au courant. Donc, vous savez, ils ont une toile d'araignée qui monte jusqu'à Anvers, jusqu'à New York, jusqu'à Tel Aviv. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils bossent quand même un petit peu sur les braquages de bijouterie, donc ils connaissent un petit peu les receleurs. Je pense que maintenant, il y a d'autres receleurs qui sont moins connus, qui sont peut-être aussi issus des cités, qui ont la fraîche pour prendre la monnaie, et puis après, on ne sait pas où ça va, quoi. Mais bon. Moi, je ne suis pas enquêteur et je ne travaille pas pour les assurances. Il y a des marchés. On sait qu'au Maroc, par exemple, il y a une grosse industrie du bijou, enfin une industrie, en tout cas un gros secteur bijou, et que les bijoutiers marocains, par exemple, sont tenus de vendre uniquement 5 kilos d'or par mois, selon la loi. Donc il y a un gros marché noir de l'or. Donc il y a eu des saisies où on a trouvé des voitures aménagées avec des petits lingots de 100 grammes. Ça tombe bien, c'est exactement la même taille que les plaquettes de shit qui arrivent du Maghreb. C'est la même voiture qui repart généralement. Et donc voilà, donc il y a eu des cas, enfin bon, voilà, donc on sait qu'il y a des marchés parallèles. Voilà, il y a eu des cas de Lyonnais où on a retrouvé de l'or à Dubaï, enfin de la vente d'or à Dubaï, etc. Donc, Puis GoFast, les GoFast, qu'ils ont généré énormément d'argent. Énormément d'argent. Et puis, vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui font plus des GoFast et puis qui se recyclent un petit peu pour faire tourner un petit peu leur argent, etc. Et qui vont racheter un petit peu de marchandises, voilà. Puis qui vont l'envoyer là-bas au pays du Maghreb. Ces voitures qui reviennent du Maghreb très vite avec le coffre. Elles reviennent d'Espagne ou des Pays-Bas. Chargées de résine de cannabis. Avec de la drogue qui vient de la drogue. Et maintenant de cocaïne. Alors effectivement, les bénéfices augmentent, mais on voit les réseaux de blanchiment. C'est très opaque. Au niveau judiciaire, il y a peu de choses, très peu de choses. Les numismates, notamment lyonnais, sont extrêmement surveillés. Ceux qui commercialisent l'or, les bijoux, il y a une grosse surveillance parce que justement, il y a des doutes. On a eu quelques dossiers avec des numismates inquiétés.
Mais la plupart du temps, c'est vrai que ça arrive à partir à l'étranger. Vos clients, par exemple, dans l'histoire du braquage, ils avaient imaginé la suite dans ce qu'ils ont volé? Ils savaient où vous allez vendre ou vous allez improviser? Ils ont été interpellés moins de 24 heures après, donc ils n'ont pas eu le temps. Mais ils savaient ce qu'ils allaient en faire ou du cash. Non, mais c'est du cash. Donc, il n'y avait effectivement, pas d'or dans ce qu'ils ont volé? Non, mais là, c'était des devises en plus étrangères, des dollars. Ça part plus facilement. Mais non, ils n'ont pas eu le temps d'imaginer. Mais moi, j'entendais dans le reportage Cartier. Cartier, on a retrouvé les bijoux dans un squat. Les bijoux n'ont pas été, entre guillemets, fourgués. Ça montre aussi les limites du professionnalisme. Ils n'ont pas travaillé la filière derrière. Ils n'ont même pas travaillé la commande. C'est pas des professionnels. Donc, ils n'ont même pas forcément l'intelligence, d'une part, d'évaluer le butin. Et souvent, ils y vont à l'aveugle, sans savoir ce qu'ils vont trouver. On le voit dans Global Cash, où on compare les risques avec le butin, c'est disproportionné. Et puis, quand ils ont l'argent, ils ne savent pas quoi en faire. Je vous garantis que c'est ça. Ça, c'est quelque chose que vous n'auriez pas imaginé. Ah non, mais moi, je suis monté sur une bijouterie, je peux en parler puisque j'étais condamné. J'avais déjà quelqu'un qui me reprenait toute la marchandise, qui me payait les 2 tiers tout de suite à la livraison, et puis le dernier tiers, il me donnerait ça quelques semaines plus tard. Et tous les braqueurs classiques professionnels que j'ai connus travaillaient comme ça lorsqu'ils partaient sur une bijouterie. Et là, en effet, c'est pas le cas. Ils y vont, ils prennent la marchandise, et puis après, qu'est-ce qu'on fait avec? On va essayer de la revendre. D'ailleurs, la plupart du temps, ils se font escroquer. Le problème c'est surtout le problème pour la haute joaillerie, c'est-à-dire avec les pièces qui sont très identifiées, chez Cartier, etc. On avait eu en 2002 une vague de braquage à Paris, place Vendôme, donc quand même le mec, à la voiture bélier principalement, donc le 4x4 qui défonce la vitrine et puis les cagoulés qui embarquent la tout dans les sacs, à la lyonnaise on va dire. Ça devient une spécialité. Idem. Quand les policiers sont arrivés au bout de la filière, c'était dans une cité de Montreuil, c'est limite si les copines elles regardaient pas la télé que les diadèmes, parce qu'ils savaient pas quoi en faire. C'est un label lyonnais, il y a une école lyonnaise du braquage. Les Lyonnais quand même, ils cultivent ça un petit peu, le casse-bélier, vous savez, la break, je crois que c'est ça. Elle a été créée, la première a été créée à Lyon, suite aux émeutes qu'il y a eu en début des années 90, etc. Ils ont ce goût du risque, du spectaculaire, qui les attire, ce goût à l'adrénaline, etc. Pardon ? La break, c'est le premier braquage bélier. Non, la break, c'est une unité de police qui est dédiée, c'est l'anti-gang des banlieues. D'accord. Voilà, donc la première qui a été créée, il y avait... Comme la BRB. Mais c'est vrai qu'il y a une hiérarchie. Alors, en plus, la distinction est lyonnaise, malheureusement, j'ai envie de dire, mais il y a dans la criminalité une vraie hiérarchie, et le braqueur est au sommet de la hiérarchie. Ce qu'il faut savoir, on le voit dans les maisons d'arrêt, dans les maisons centrales, il y a du respect pour le braqueur. Il y a une aura, mais c'est la télévision, c'est les journalistes, c'est la justice, c'est les policiers, c'est eux qui vous créent la légende. Après, libre à vous de l'entretenir ou pas. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que je reparle du livre, quand Redouane Faïd qui arrive, je sais pas où vous étiez en prison, parce que vous en avez fait pas mal. À un moment donné, il y a des petits gamins qui viennent. En gros, vous étiez le roi, quoi. Mais je t'ai considéré un petit peu comme un héros, parce qu'ils savent, vous savez, en prison, c'est toujours pourquoi vous êtes là, etc. Donc à vous, justement, d'éteindre un petit peu le feu de l'aura et de la légende, et puis leur dire que moi je suis pas un exemple, surtout ne me regarde pas. Et puis, vous savez, un jeune, il n'écoute pas le surveillant, il n'écoute pas le directeur de prison, il n'écoute pas l'avocat, il n'écoute pas ses parents, mais toi il va t'écouter parce que toi tu as un exemple pour lui. Donc moi je me suis un petit peu servi de cette aura, surtout pour casser le cliché un petit peu, démystifier un petit peu, parce que la vie de bandit c'est que de la vie de merde, vous savez, vous faites souffrir tout le monde. Quand vous allez en prison, c'est une sanction carrément qui est collective, parce que votre famille, votre femme, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos parents, tout le monde paye. Donc vous perdez votre temps, vous passez des années. Et moi je voudrais parler un petit peu, parce que depuis tout à l'heure, on parle de ces jeunes, etc. Il y a une vraie réalité sociale. Vous savez, à Vaux-en-Velin, à Vénissieux, vous avez une misère qui sue. C'est des jeunes, vous savez, à l'âge de 10 ans, quand vous n'avez pas trop d'activité. Moi, je pense que la mairie, ici, à Lyon, il faudrait leur donner beaucoup de moyens, parce que la réponse, elle n'est pas dans la répression et policière, elle est sociale. Et il faudrait s'occuper de ces gosses quand ils avaient 10 ans et pas s'occuper d'eux comme aujourd'hui, quand ils ont 20 ans, 25 ans. Et le vrai travail... Ça se joue. Oui, exactement. Alors, je suis pas en train de... J'ai pas un discours qui est très politique, qui dit qu'il faut, si vous voulez, ficher les jeunes dès l'âge de 6 ans et les surveiller, etc. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que le jeune de 10 ans, il faut le sortir un petit peu de son quartier où il s'emmerde, parce que le jeune de 10 ans, c'est pas une racaille qu'il faut carchériser, c'est quelqu'un qui est pas vulgaire, qui est respectueux, avec qui on peut parler. Et quand il va être déscolarisé à l'âge de 15 ans, 16 ans, parce que les parents ils vont être dépassés par les événements ou autres, et quoique ses parents aussi, qui sont
parqués dans ces banlieues, ils n'ont pas demandé à vivre là-bas. Vous savez, ils ont une adversité qui leur tombe dans la gueule. Est-ce que le combat n'est pas un peu perdu d'avance quand vous racontez vous-même que vous allez sur les plateaux de télévision? Le regard sur vous, c'est pas un regard critique, c'est plutôt un regard de fascination. Alors vous savez, j'ai la certitude que justement ces jeunes-là, quand ils vont lire ce livre, tout comme moi, quand j'ai regardé le film Hit ou quand j'ai lu le livre de Mérine, j'ai dit tiens, c'est ça que je veux faire. Mais j'espère qu'il lira le livre justement jusqu'au bout et qu'il se rendra compte surtout de l'envers du décor et du revers de la médaille. Parce que t'as beau être un film, alors. Mais t'as beau être un délinquant, avec tous ces codes, à savoir tu balances pas tes copains, tu voles pas tes copains, tu t'inventes des règles, tu t'inventes des lois. Or c'est un milieu, vous savez, qui est très violent, où il n'y a pas de règles. T'es dans le cinéma. La vraie vie, c'est pas ça. Vous savez, Scarface, Hit, c'est un film, ça dure 2 heures. La vie, ça dure pas 2 heures. Donc moi, ce que je leur conseillerais surtout, c'est de pas faire de conneries. Reste avec ta femme, reste avec tes parents, reste chez toi, oublie ce monde-là. Moi, j'en suis un exemple. J'ai atteint plus ou moins des sommets, comme disait Maître Metaxas, au niveau de l'attaque à main armée, les fourgons blindés, etc. J'en retire que de l'échec. Et que de la bêtise. C'est vrai qu'il y a une fascination. Il y a une fascination pour les braqueurs, il y a une fascination qui est certainement pour les voyous en général. Ceci dit, il y a quand même quelque chose qu'on parlait de qui étaient les braqueurs tout à l'heure, on parlait que d'hommes. Il y a quand même un truc, alors je ne sais pas si on peut parler de phénomène ou pas, n'empêche qu'il y a un braquage qui s'est fait à Givors dans le centre commercial il n'y a pas tellement longtemps. Apparemment, moi je ne suis pas dans les petits papiers de la police, apparemment il y avait une fille. Il y a eu un braquage il y a quelques mois à la frontière suisse, une station-service, il y y avait une fille dedans. Et donc Paris, on a eu le cas, mais nous, on a eu un cas avec une gamine de 16 ans. Ouais, c'est quand même grave, parce que c'est quand même un peu les exceptions qui confirment. On arrive déjà à la conclusion de ce débat. Des femmes dans le milieu du braquage, c'est nouveau? Ah oui, c'est complètement nouveau ça. Hein. Les seules nanas qu'on considère comme des bonhommes, entre guillemets, c'est les nanas qui sont montées dans un hélicoptère et puis sont parties évader leur homme dans la... Mais vous savez, vie de gangster aussi pour une femme, c'est pas une vie. Vous savez, c'est une femme, quand elle attend son mari, quand il fait des conneries dehors, elle écoute la radio pour savoir ce qui se passe, elle sait pas si son mari va rentrer vivant ou pas. Moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes, de détenus et de mecs, et de gars qu'ils ont rencontrés en cavale. Il y a une rigidité sur leur visage, elles sont marquées par la peur, par la peine, par la tristesse. C'est aller au parloir, c'est ramener du sac de linge. C'est vraiment pas une vie, même pour ta femme, et c'est pareil pour les parents, etc. La délinquance, c'est que de la galère. Ça, c'est clair. Ce sera le mot de la fin de ce débat passionnant. Et je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle émission de On refait l'enquête.